La médecine n'a pas compris comment ça s'est fait que le garçon, dans la foulée, n'est pas sorti. Parce qu'en principe, j'étais vraiment en travail, je devais vraiment accoucher normalement, j'avais toutes les conditions étaient réunies. Mais une fois que son corps est parti, eh bien, plus rien, mystérieusement, le travail s'est arrêté et mon garçon a pu suivre suite à ça. Pendant des jours, il a repris du poil de la bête, il a pris un poids plus convenable, il a eu les soins nécessaires et il rentrait dans les critères pour être pris en charge aussi en service de réanimation néonatale. Donc voilà, il y a eu une succession d'événements, je ne donnerai pas trop les détails, mais ça a été terrible. Le pire dans tout ça, en tant que maman, j'étais alitée, je n'avais pas le droit de toucher mon ventre pour ne pas stimuler l'utérus, pour ne pas stimuler la contraction. Or, le garçon qui était très complice avec sa sœur ne recevait plus les réponses. Comment se reconstruire après un deuil périnatal? Beaucoup de femmes, dont moi, ont peut-être vécu des fausses couches à différentes étapes de la grossesse, jusqu'à peut-être une mort soudaine de nourrisson ou un bébé qui décède après quelques mois de vie. Où est-ce qu'on trouve la force pour se reconstruire, pour renaître et être présent à sa famille et éventuellement à ses autres enfants? C'est le sujet de l'émission Parentalité ancestrale d'aujourd'hui et j'ai le grand plaisir d'accueillir une personne vraiment qui m'inspire énormément de par son histoire et de par sa générosité, qui va nous parler donc de ce sujet qui est quand même très sensible. Bonjour Karine. Bonjour Nadège. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, merci, c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. J'ai vraiment été bouleversée par ton histoire quand j'ai lu des petits mots sur Facebook ici et là. Et puis, tu as écrit ton livre, donc Angeline, ma fille. Et aujourd'hui, je t'accueille pour parler de ce sujet qui est vraiment un sujet très sensible pour moi, qui me touche énormément. Et dans l'émission, nous allons faire les différentes étapes. Nous avons une première partie où on parle un petit peu de qui tu es, quoi. Est-ce que tu pourrais te présenter d'abord pour ceux qui nous regardent? Alors, je m'appelle Karine Liximus et je vous dis bonjour à tous. Déjà, je suis en fait révélatrice de féminité. Qu'est-ce que c'est? En réalité, j'ai été opticienne pendant des années, ça fait 18 ans déjà que j'exerce le métier d'opticienne. Mais suite à ce que tu viens d'évoquer, Nadège, j'ai eu un parcours de vie assez atypique et il y a de cela 4-5 ans, j'ai justement jumelé à mon activité d'opticienne l'activité de coaching en image pour aider la femme à révéler qui elle est réellement à travers son image et à travers sa beauté authentique. En gros, je me dis que voilà, je vous permets de porter des lunettes virtuelles pour voir la beauté authentique qui est en vous et la faire rejaillir de l'intérieur vers l'extérieur. Et surtout, j'accompagne vraiment les femmes dans ce sens parce que nous, les femmes, nous avons plusieurs casquettes. On est d'abord des mamans, des épouses ou des conjoints, des salariés ou des entrepreneurs. Et souvent, on a tendance à s'oublier et on ne s'autorise plus le temps de s'occuper de soi pour être vraiment en phase avec nous-mêmes. Voilà. Merci. Ça donne envie d'en savoir un peu plus, mais on aura l'occasion justement de creuser lors de cet échange. C'est le moment vérité de l'émission. Entre trois couleurs, la couleur noire qui représente l'expérience, la couleur jaune qui représente les valeurs et la couleur verte qui représente le lien, qu'est-ce que tu choisis entre ces trois couleurs? Alors, je partirai sur le lien. La couleur verte, du coup. Pourquoi? Parce que pour moi, le lien entre humains est super important. On est tous différents l'un de l'autre et on apprend quand même énormément. Le lien, pourquoi? Parce que seul,
quand vous vivez seul sur une île, à mon avis, à un moment donné, ça vous pétez un câble. On a toujours besoin l'un de l'autre. Et je vais quand même rebondir sur les valeurs aussi parce que c'est en lien avec la couleur verte qui est le lien, c'est la famille. Seul, un individu seul est un peu déséquilibré. Alors que quand on est dans une cohérence, dans un lien, une connexion forte humaine, eh bien, on avance plus vite, on apprend énormément et on arrive à trouver l'équilibre et l'ancrage par rapport à qui on est, pourquoi on est sur cette terre. Et donc, pour moi, le lien est assez fort. Tu vois, ce qu'on partage, toi et moi, je trouve que c'est un lien assez fort qui pourra aider énormément. Et donc, on contribue aussi par notre lien aujourd'hui à donner des pépites et à aider des personnes, des mamans qui sont un peu plus ou moins dans le flou. Donc, moi, c'est la couleur verte et c'est la couleur de l'espoir aussi. La nature, le vert, tu vois, je vois tes plantes derrière. C'est la vie, c'est la nature, c'est fort. Donc, je partirai sur la couleur verte. Voilà. Merci. Tu as répondu. Parfait. On va arriver à la vision de l'invité. Et ici, on arrive au cœur du sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton expérience à toi par rapport à la perte de ton bébé? Alors, ça remonte il y a 10 ans. Il m'a fallu quand même 10 ans, comme tu l'as dit, pour écrire. Donc, je vous le présente. J'ai écrit ce livre, Angeline, ma fille, et le sous-titre, c'est Renaître après le deuil périnatal d'un jumeau. Je précise bien d'un jumeau, parce que exactement il y a 10 ans, j'ai connu une grossesse gémellaire. C'était vraiment pour moi l'apothéose parce que justement, j'avais déjà vécu une fausse couche précédemment. Donc, on m'avait dit que ça deviendrait rapidement une autre grossesse, mais ça a mis des années. De toute façon, les personnes qui vont se procurer mon livre vont découvrir plus en détail cela. Et une fois qu'on m'a annoncé cette grossesse gémellaire, je me suis dit, waouh, c'est super parce que je récupère 2 pour le prix d'un. C'est-à-dire celui qui est parti peut-être est revenu. Enfin, voilà. Donc, j'étais vraiment heureuse au cours de cette grossesse quand, à la seconde échographie, on m'annonce vraiment un nuage noir. Mais en tant que femme et ayant cette vocation depuis l'âge de 8 ans, je désirais vraiment être maman depuis toujours. Pour moi, la maternité, c'était une vocation. Je ne pouvais pas concevoir que cette grossesse sera aussi interrompue. Pour moi, je veux être maman, je serai maman. En gros, dans ma tête, c'est ça. Je voulais chercher cette maternité, quoi qu'il arrive. Je m'étais battue pour en arriver là. Et il n'est pas question que ce nuage noir reste plané au-dessus de ma tête. Mais malheureusement ou heureusement, parce que pour moi, il y a toujours un cadeau derrière tout ce qui nous arrive, j'ai ma petite Angeline qui est partie à 25 semaines d'aménorrhée, alors que son frère jumeau aussi était encore en mon sein. Donc, en l'espace de quelques jours, j'ai connu à la fois le deuil et, si tu veux, la vie, la mort et la vie qui cohabitaient en mon sein. En tant que mère, j'étais tellement connectée à mes enfants, je savais pertinemment qui était où placé, qui se comportait. En plus, tu es maman de jumeaux aussi, donc je pense que tu peux appuyer ce que je suis en train de dire parce que les deux avaient 2 caractères différents. Ma fille, elle était très douce, très vraiment, même dans ses mouvements, dans la délicatesse, le garçon un peu plus bruyant. Et les deux étaient très complices. Quand ils communiquaient, je savais qui communiquait avec l'autre bébé et vice-versa. Et aujourd'hui, le garçon a gardé ce comportement. Aujourd'hui, il a 10 ans. Donc, quand on nous a annoncé que il y a mort in utero de la petite Angeline, déjà, son frère ne comprenait pas. J'ai vécu, si tu veux, un tsunami dans ma vie, il y a de cela 10 ans. Et l'idée, c'était aussi de me préserver, de préserver ma santé. Parce qu'à un moment donné, j'étais aussi en train de toucher du doigt la mort qui rôdait autour de nous 3. Donc, pour me sauver la vie et pour ne pas me laisser partir, on a dû déclencher l'accouchement quelques jours après du jumeau. Donc, j'ai connu à la fois le deuil périnatal et en même temps une extrême prématurité de mon fils qui est né quelques jours après. Tout ça pour me sauver. Et donc, à la suite de ça,
la vie prend tout un autre sens en fait. On relativise énormément quand tu arrives au seuil de la vie, oui, de la vie ou de la mort. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Ok, c'est un cadeau quand on est en vie et quand on est en bonne santé. Aujourd'hui, je décide de renaître à moi-même et de laisser de côté tous les jugements, le regard des autres, ce que la société veut nous imposer. En gros, je décide de renaître à moi-même et d'être réellement qui je suis parce que j'ai touché du doigt le fond. J'ai perdu un enfant, un autre qui est resté en couveuse pendant 3 4 mois. Et au final, je m'en sors. Comment je m'en suis sortie? Parce que j'ai découvert, en fait, j'ai touché du doigt que la vie est un cadeau et que ce serait dommage de gâcher ce trésor que nous avons en nous cachant derrière des étiquettes que la société peut nous coller et puis d'être moi-même, de vivre, d'être libre et d'être Karine en fait. Donc c'est comme ça que l'expérience est arrivée, mais ça m'a quand même pas permis de, si tu veux, de me poser des questions existentielles en fait, si tu veux. Qui suis-je? Pourquoi suis-je? En fait, c'est-à-dire que ce qui se passe aussi en ce moment avec la crise sanitaire nous ramène à ça. L'humanité commence à se poser ces questions-là. Moi, malheureusement, ça s'est passé il y a 10 ans suite à ce parcours assez dramatique, mais je m'en suis sortie grandie et aujourd'hui, la vie a triomphé puisque je suis en vie et j'ai un autre garçon qui est là et qui est en parfaite santé. Voilà. Merci pour ton partage. Donc, si je reviens sur ton histoire, en fait, en quelques semaines, donc en une semaine, en combien de temps, peut-être que tu pourrais repréciser, combien de temps il y a eu entre quand on t'a annoncé que le deuxième conjoint n'était plus en vie? Tu l'as ressenti toi d'abord? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je l'ai ressenti, oui et non, parce que c'était une première expérience. En fait, j'avais des contractions, mais je ne savais pas ce que c'était en fait. Mais entre guillemets, j'étais en train d'accoucher d'elle. Elle était en train de vouloir sortir. Donc tout de suite, ça a alerté mon époux. Et puis on a été aux urgences. Et puis là, on nous a annoncé que, madame, il se passe quelque chose, votre fille est en train de partir parce que vous avez perdu la poche des os. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai eu des écoulements, mais c'était sans plus. Bref. Et en gros, on m'avait annoncé qu'il y aurait une complication 3 semaines plus tôt. Et 3 semaines après, chez moi, j'ai commencé à avoir des manifestations de travail en fait qui se passaient en moi. Mais jusque-là, pour moi, ma fille serait en vie et on allait la sauver une fois hélicoptère, enfin, si on arrivait aux urgences. Elle est restée, 2 jours en souffrance parce que vraiment, elle n'était pas bien. Et finalement, elle a rendu l'âme d'elle-même et elle est restée aux côtés de son frère. Son corps est resté aux côtés de son frère pendant une bonne semaine parce que la médecine a réussi à la maintenir en moi pour ne pas déclencher l'accouchement parce qu'on était, si tu veux, on n'était même pas rentré dans les 5 mois pour vraiment préserver le garçon. Et puis, j'ai eu le temps de recevoir les soins nécessaires et puis des injections pour développer la croissance des poumons du garçon pour que si éventuellement il y a un accouchement qui arrivait les jours qui suivent, qu'il puisse survivre en fait. Donc, un jour de gagné, c'était un jour de prix. Et en fait, oui, ils ont cohabité ensemble une bonne semaine et comme par hasard ou par miracle, le corps de ma petite s'est naturellement expulsé, tu vois. Donc ça, dans la foulée, quand elle est sortie le 27 mai, c'est pour ça que mon livre est vraiment sorti le 27 mai, le jour de son anniversaire. Et la médecine n'a pas compris comment ça s'est fait que le garçon, dans la foulée, n'est pas sorti parce qu'en principe, j'étais vraiment en travail, je devais vraiment accoucher normalement, j'avais toutes les conditions étaient réunies, mais une fois que son corps est parti, eh bien, plus rien, mystérieusement, le travail s'est arrêté et mon garçon a pu survivre suite à ça. Pendant des jours, il a repris du poil de la bête, il a pris un poids plus convenable, il a eu les soins nécessaires et il rentrait dans les critères pour être pris en charge aussi en service de réanimation néonatale. Donc voilà, il y a eu une succession d'événements, je ne donnerai pas trop les détails, mais ça a été terrible. Le pire dans tout ça, en tant que maman, j'étais alitée, je n'avais pas le droit de toucher mon ventre pour ne pas stimuler l'utérus.
pour pas stimuler la contraction. Or, le garçon qui était très complice avec sa sœur ne recevait plus les réponses de sa sœur et ne comprenait pas. En fait, lui aussi, il a manifesté ses questionnements. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ma soeur ne répond plus? Et pourtant, je la sens. Et donc, moi, en tant que maman, je ne pouvais même pas poser ma main sur lui pour lui dire « calme-toi, tout se passe bien ». Je n'avais que ma voix, en fait. D'où le lien dont je parlais tout à l'heure. Ma voix qui le calmait et la voix de son papa aussi. Et il y a eu une connexion qui s'est créée et ça a été, il a pu se calmer. Et puis, bon, bah, les choses ont suivi leur cours normal. Merci pour ton partage. Donc, tu as fait 3-4 mois en néonatologie avec lui en couveuse. Exactement. Avec lui en couveuse, avec la difficulté, la barrière, si tu veux, de cette couveuse, de cette vitre, où déjà tu peux juste toucher ton bébé. On a quand même eu une équipe médicale extraordinaire autour de nous qui nous a accompagnés, qui nous a appris à justement faire les premiers soins. Notre rôle de parent était vraiment très valorisé, mais il y avait une barrière. On ne pouvait pas porter pour une maman, je ne pouvais pas porter mon bébé, je ne pouvais que le toucher. On pouvait juste changer les couches, c'était toutes minuscules couches. Et je tenais à l'allaitement. Donc, aussi un sujet qui a été très dur, c'est-à-dire que je devais tirer mon lait à chaque fois pour que lui il puisse recevoir mon lait et j'en avais en quantité parce qu'il était trop petit, il ne pouvait pas prendre toute la quantité. Donc j'ai pu aussi faire profiter de l'aquarium de l'hôpital pour les mamans qui ne pouvaient pas avoir du lait. Et ça a été un moment très difficile parce que dans ma tête, toute ma vie, quand tu as un enfant, enfin quand tu désires avoir un enfant et que tu t'imagines, tu te projettes ton bébé dans tes bras en train de téter, après tu lui fais son rot. Et là, c'est une machine en fait qui remplace le bébé. Parfois, tu as mal, et à l'époque, les machines étaient archaïques aussi, il faut le dire ce qui était, très bruyant. Le bébé dans la couveuse qui t'observe, qui a envie que tu le prennes, mais tu peux pas parce qu'il est sous les machines et tout. Et toi, c'est la machine. Donc, comment une maman, face à cette détresse terrible, cette douleur, alors, la seule chose, c'est que malgré la douleur de la machine, je me disais que c'était mon bébé qui tétait. Ou parfois, j'avais sa photo devant moi et je l'imaginais en train de téter et je me disais, c'est pour bientôt. Dans quelques jours, il pourra téter. Donc, je nourrissais cet espoir jusqu'au jour où, au bout de 4 mois, 5 mois, effectivement, il a pu téter par lui-même et enfin, la douleur de la machine est passée, en fait. Donc, en fait, à chaque étape, tu as su rebondir. Donc, voilà. Je reviens sur ton histoire, en fait, tu as eu donc une première souffrance quand on t'a dit un des bébés a un problème et puis quelques semaines après, malgré donc après les soins, il y a donc Angéline qui est partie, qui a été expulsée. Tu as dû prendre sur toi de nouveau pour accompagner le deuxième jumeau. Exact. Et puis ensuite, tu as été, on a dû t'accoucher en fait, puisque pour sa santé. Et puis tu t'es battue de nouveau pour l'allaitement. Donc à chaque étape, c'était vraiment, tu as vécu Exactement. En fait, c'était un escalier quoi. Ah ouais. Où est-ce que tu as trouvé cette résilience? Alors, c'est justement mon désir d'être maman. C'était tellement fort, mais je peux te dire que rien ne pouvait m'arrêter, Nadège. C'était tellement fort, profond. Alors, ça remonte à l'âge de mes 8 ans. Quand j'avais eu 8 ans, à Noël, j'ai reçu une poupée. Et le 3 janvier qui suivait, ma maman avait mis au monde mon petit frère. Donc, j'imitais ma maman avec son bébé et moi ma poupée. Là, je peux te dire que depuis cet âge-là, je voulais être mère. Donc, qu'on me dise maintenant qu'à 2 doigts d'être maman, que c'est pas possible, non. Donc, les médecins nous ont dit en service de réanimation néonatale, votre présence est hyper importante. Vous êtes l'actrice principale. Nous, on va donner des soins techniques, mais vous devez nourrir une relation avec votre enfant. Faites-lui confiance, c'est des bâtons. C'est vrai, un jour de gagner, c'est un jour de prix. Je ne peux pas vous dire, madame, s'il va survivre ou non, mais votre simple présence, votre voix, tout ce que vous pouvez faire pour le soutenir, pour qu'il se batte, c'est important. Et ça, ce n'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. En 96 jours d'hospitalisation,
j'ai pu rester chez moi ou me reposer que 6 jours. Tous les jours, j'étais là parce que je voulais vraiment que mon fils soit là. Je voulais vraiment ce désir d'être mère, enfin, était trop fort. Et en même temps aussi, j'étais ancrée dans ma foi parce que à un moment donné, il faut s'accrocher à quelque chose pour pouvoir avoir cet oxygène. Voilà. Et ça m'avait vraiment fortifiée. La communication avec mon époux, parce que cette épreuve sur le deuil périnatal ou même la naissance prématurée d'un enfant, c'est un choc tellement fort que ça passe ou ça casse en fait. Et la communication est importante. Le ressenti de la maman n'est pas le même que celui du papa, donc c'est bien d'échanger. Donc cette épreuve nous a vachement soudés, bien au contraire. Et aussi l'accompagnement de l'hôpital, des thérapeutes qui ne nous délaissent pas en fait. Aujourd'hui, ils sont submergés dans les hôpitaux par rapport à ce qui se passe, mais il y a quand même, au-delà d'un métier, c'est une vocation. Et ils étaient vraiment à l'écoute. Donc, on n'hésitait pas à poser des questions, à chercher à comprendre, à savoir quelle place nous, en tant que parents, on pouvait prendre. Et puis voilà, la communication, la foi en soi-même et en ce dont on croit, et surtout le vrai pourquoi, le sens voilà, de cette maternité qu'on veut embrasser, caresser ou qu'on veut embrasser en fait. Donc moi, c'était vraiment les 3 piliers sur lesquels je me suis posée et je pense que ça a quand même fonctionné parce que la vie a triomphé. Voilà. Merci. Oui, merci pour toutes ces pépites que tu nous partages. Je souhaite vraiment de tout cœur qu'une maman qui vit une situation similaire, qui nous écoute, puisse se sentir touchée et aussi puisse aller s'appuyer sur ça. Je pense que c'est vraiment important d'entendre aussi ce genre de témoignage parce que nous avons vécu une histoire un peu… en tout cas, il y a beaucoup de choses que tu évoques que moi, j'ai vécues. Ouais. Et c'est vrai que ça me touche vraiment. Particulièrement. Je sens que l'émotion est là, mais voilà, on les accueille, mais il faut aller au-delà et toujours nourrir cet espoir en nous. Ne pas être victime de ce qui arrive, en fait. La finalité, la faiblesse d'aujourd'hui peut être une force plus tard, en fait. Cet espoir, j'en parle. Et d'ailleurs, tu vois, ça revient encore à ta première question sur le lien. J'ai choisi la couleur verte. Je n'ai pas fait exprès, mais je suis en vert sur la couverture. Cet espoir nous a nourris tout le long de ce parcours. Et le lien, donc ça revient encore à ça, tu vois. Magnifique. Et donc, vous avez donné un prénom à votre bébé. Les prénoms étaient choisis avant ou après ou pendant le deuil? Après, parce que jusqu'à la dernière minute, je ne voulais pas accepter qu'il y aurait eu un deuil. Donc finalement, ça nous est tombé dessus. Et pour la petite histoire, on avait prévu appeler notre fille Lynn à la base. Et donc, quand on nous a dit, elle est partie, et que le thème de son décès était à l'époque autorisé par la loi pour qu'elle figure dans le livret de famille, ça, c'était aussi une victoire pour nous parce qu'on voulait absolument que cet enfant soit présent dans la famille, que ce ne soit pas un tabou ou un secret pour son frère jumeau. Et donc, du coup, c'est l'ange de la famille qui va nous protéger, qui va protéger et accompagner son frère tout le long de sa vie. Du coup, on a vraiment, avec mon époux et d'un accord commun, rajouté ange devant Lynn en 2 mots. Et aujourd'hui, elle joue super bien son rôle parce que si j'ai pu écrire son histoire, c'est un peu grâce à elle. Et surtout, tu vois, la couverture, c'est une personne qui est en Italie, une graphiste qui a dessiné, qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas l'histoire, enfin, qui n'avait pas les détails et qui a été inspirée et qui a dessiné cette magnifique couverture d'une maman qui vole avec son bébé. Et voilà, donc tout y est, tout était dit. Elle m'a fait 2 propositions. J'ai dit non, c'est celle-là qu'il fallait. Donc voilà. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y a un papillon, comme si vous êtes tirées toutes les deux vers le haut. Donc, c'est juste magnifique. Est-ce que tu as… j'ai été touchée par différentes choses que tu as partagées, notamment le fait que tu avais donc un lien avec tes bébés dans le ventre déjà dès le début.
moi, c'était pareil aussi, et que tu savais donc quel enfant était à quel emplacement, et donc quelle était leur interaction, leur personnalité. Et je pense que c'est le fait de créer ce lien. Encore une fois, on parle tout le temps de lien ici, aujourd'hui. C'est le fait de créer ce lien qui se nourrit dans les deux sens, en fait. L'enfant te nourrit et toi, tu nourris l'enfant. C'est vraiment une relation, une vraie relation. Et est-ce que tu as eu l'impression que tu t'es appuyé sur ça? Parce que quand tu reviens avec le recul, ben, Angeline, elle est partie, mais tu as eu ça, en fait. Ça t'est resté. Ce n'est pas comme si… Voilà, il y a des personnes parfois qui sont déconnectées de leur grossesse, qui disent, ben, je suis enceinte, c'est tout. Qui ne vivent pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ce lien que tu as entretenu a eu un impact sur ta vie? Tout à fait, complètement. C'est tellement fort, ça a été tellement fort que même encore aujourd'hui, tu vois, on parlait de résilience et j'en parle dans mon livre. Cette résilience, il n'y a pas que moi qui l'ai eu. Même le jumeau esselé, il a aussi cette résilience à sa façon, avec son âge. Parce qu'il y a des moments où, en tant que mère, parce que c'est tout un combat, il faut savoir aussi que quand vous sortez de service de néonatal, le combat ne s'arrête pas. Vous avez tout au long de rentrer chez soi, il y a toujours un parcours médicalisé. Et puis, jusqu'à aujourd'hui encore, on est très bien suivi sur ce plan-là. Mais en tant que mère et en tant que personne humaine, moi, je fatigue, je craque par moment. Et c'est lui qui me donne la force. Ben, écoute, moi, tu vois, maintenant, moi, je suis prêt, allez, on y va, je vais aller voir l'orthophoniste. Et là, tu te dis, mais purée, quoi. Enfin, l'enfant, il a tellement de choses à faire, tellement de prises en charge, et c'est lui qui a le courage dont je n'ai pas le droit de baisser les bras. J'avoue, je n'ai pas été forte tout le long. Non, ce serait menti de dire ça. Il y a des moments où on craque et puis on est fatigué, où les nerfs lâchent. Et cette résilience, on se nourrit l'un de l'autre et même de sa sœur jumelle. Parce qu'aujourd'hui, il a conscience qu'il a une sœur, parce qu'en plus, en tant que jumeau esselé, quoi qu'il arrive, cette connexion de l'autre est toujours présente en lui, en fait. Il a toujours besoin d'un contact humain, d'être toujours sollicité. Il nous sollicite beaucoup, des câlins, le toucher, plein de petites choses comme ça qui lui font comprendre que il n'a pas été conçu seul. Et nous, on est là pour l'accompagner dans notre rôle de parent, pour que lui soit toujours épanoui et heureux sur cette terre, en fait. Mais oui, c'est la Merci Karine. Quelle merveilleuse maman. Merci pour ce cadeau que tu es pour tes enfants. On arrive au dernier moment de cette interview, donc au mot de la fin. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose à nous partager ou quelque chose qui te vient du cœur, peut-être un message? Alors, moi, je dirais à tous, que ce soit des mamans ou des personnes qui n'ont pas vécu le deuil périnatal, quelle que soit l'épreuve que vous allez vivre ou que vous vivez actuellement, sachez qu'il y a toujours une fin. Nourrissez cette force, ce courage, cet espoir que après la pluie, c'est le beau temps, que ça va venir. C'est vrai que pendant le moment, c'est vraiment très, très difficile. Et avant même d'aller plus loin, je vais vous lire juste un petit passage de l'avant-propos. J'ai juste écrit « Je souhaite à tous une très bonne lecture et un bon courage en majuscule. Soyez confiants, fiers, forts. Ayez surtout l'espoir que le bonheur tant recherché finit toujours par arriver, car la certitude que la vie est un cadeau, quelle que soit l'issue, croyez en moi, c'est encore possible. » Ça, je tiens vraiment à vous donner ce mot de fin qu'est l'espoir. Moi, je parle de résilience parce que aussi, à la fin c'est même pas à la fin, c'est-à-dire qu'au cours de ce parcours de ces 10 ans, quand j'ai pu enfin reprendre une vie professionnelle, j'étais tellement heureuse de revivre en société, de sortir du monde médicalisé après 1 an de combat, que j'étais fière, je travaillais, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin d'aider mes clients, j'avais vraiment eu un enthousiasme, un engouement pour aider parce que j'ai touché le fond, j'aurais pu y passer aussi en fait. Et donc,
dans ces quêtes de vouloir aider l'autre, c'est donner de l'amour, je recevais aussi énormément. Et quoi qu'il arrive, malgré la grande fatigue, je savais que mon fils et mon époux m'attendaient à la maison. J'ai quand même pu atteindre mon objectif, même si ma fille n'est pas là. Et jusqu'au jour où, et puis je rencontre beaucoup de mamans qui souffrent de la fausse couche, du deuil périnatal ou autres, mais qui n'osent pas en parler parce que c'est des sujets tabous dans notre société aujourd'hui. Ça crée un malaise. Pourquoi? Parce que notre entourage ou ceux qui n'ont pas vécu ça ne savent pas comment nous consoler. Donc, du coup, limite, quand vous en parlez, vous dérangez. Mais il faut quand même que tous nous soyons au courant de ces sujets pour qu'on ait une posture bienveillante, pour écouter, juste écouter, une écoute active la personne qui vit et non pas dire « Oh, ben, t'es jeune, tu peux avoir un autre enfant. Ben, on ne l'a pas connu, t'inquiète pas. Pourquoi tu souffres ?» Non, c'est des maladresses qu'on peut recevoir. Et nous, en tant que mères qui avons vécu ça, eh ben, de comprendre que c'est parce qu'ils ne savent pas, enfin, ceux qui nous entourent, mais plutôt de frapper aux bonnes portes, aux thérapeutes, de communiquer, d'être vraiment fort et de se battre en disant qu'un jour, ça va finir par arriver. Et donc, moi, l'énergie que je mettais dans mon entreprise, dans mon travail, a fait qu'aujourd'hui, à l'époque, j'étais encore opticienne, je me suis dit non, j'ai quelque chose à rajouter ma pierre, je dois rajouter ma pierre à l'édifice et accompagner les mamans pour qu'elles ne se négligent pas parce que notre image, c'est quand même important, c'est aussi un bien-être que nous nous créons et c'est la raison pour laquelle j'ai dû rajouter une autre casquette à mon métier pour en globaliser, si tu veux, l'accompagnement des hommes, des femmes, mais surtout de la maman qui aujourd'hui vit. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de transmettre à travers ce livre. Franchement, si vous le souhaitez, le livre, il est disponible sur Amazon. N'hésitez pas à vous le procurer parce que je raconte le parcours plus en détail de ce qu'on vient de dire et aussi des clés sur lesquelles moi, je me suis appuyée pour en arriver là. Quels sont les leviers, des moments de bien-être, des rendez-vous que je prenais avec moi-même pour ne serait-ce que faire une petite sieste quand bébé n'est pas là ou dort, ne serait-ce qu'aller m'acheter des nouveaux sous-vêtements parce que j'ai allaité, ma poitrine a changé, des petites choses comme ça pour enfin se dire je suis humain, oui j'ai perdu un enfant, mais la vie continue et puis voilà. Vraiment, croyez en vous. Le bonheur, c'est nous-mêmes qui le créons. Il ne faut pas qu'on attende des autres, c'est nous. Nous sommes 100% responsables de notre vie. C'est très facile d'attendre que les autres nous aident et de jouer à la victime sur le côté. Mais quand il y a un événement qui se crée, le résultat qui en découle, ça dépend du choix que nous faisons en fait. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai été peut-être un peu trop long, mais je me devais de le dire parce que si j'ai vécu ça et que je m'en suis sortie, je serais trop égoïste de garder ces pépites-là pour moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour lever le voile sur le deuil périnatal ou l'accouchement prématuré. Mais c'est vraiment un livre qui pourra aider toute personne qui vit une épreuve et de transposer son épreuve par rapport à comment moi j'ai rebondi pour en arriver là aujourd'hui. Voilà. Merci Nadège. Je t'en prie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.